services de police sont extrêmement sous-financés. Les comités techniques travaillent à proposer des solutions favorables et inclusives aux besoins de chaque nation. Vos gouvernements sont-ils prêts à poursuivre les discussions, à respecter les besoins de chaque communauté ou même à travailler de façon concertée avec les gouvernements des Premières Nations? Mais surtout, êtes-vous prêts à considérer ces services comme essentiels? Je pense qu'on a des exemples très, très, très récents quand on regarde ce qui se passe avec Winaway, où il n'y avait pas de desserte policière, et on a réussi à créer une communauté avec TFN, avec Kibawek. Je veux remercier les deux chefs qui sont ici aujourd'hui, qui font en sorte que c'est possible. Donc, on a changé la donne, on a changé la façon de faire la police à cet endroit-là. Et le comité technique regarde d'autres possibilités au Québec, que d'autres nations travaillent ensemble pour avoir une régionalisation. Dès notre arrivée, on a mis plus d'argent pour la formation des policiers, plus d'argent pour la formation initiale, la formation spécialisée. Il y a la sécurité publique, mais moi, ce qui me vient tout de suite après, c'est toutes les infrastructures en santé aussi. Je sais qu'il y a un bloc là-dessus, mais à laquelle j'ai aussi la même préoccupation. En fait, je veux plus qu'au Québec, il y ait des citoyens de seconde zone. Ce que je veux, c'est que tout le monde qui vit sur ce magnifique territoire, qui cohabite sur ce magnifique territoire, ait les mêmes services et droit aux mêmes services. Alors oui, pour la police. C'est sûr qu'il y a des besoins différents selon les nations. Il faut reconnaître ça, puis selon même les communautés à l'intérieur des différentes nations, y compris la nation québécoise. Donc, il faut être ouvert à ça, il faut le dire. Puis après, il faut travailler pour pouvoir mettre de l'avant les projets. On est d'accord on est d'accord avec donc l'esprit général d'avoir des corps de police autochtones. Pour ça, mais effectivement, les enjeux de rétention de policiers autochtones, policières autochtones est fondamental aussi. Les communautés des Premières Nations ont trop longtemps été spectatrices des projets de développement des énergies renouvelables développés sur leur territoire et veulent dorénavant être des parties prenantes actives de tout projet. Comment comptez-vous favoriser la participation des communautés des Premières Nations aux projets qui sont développés sur leur territoire? Quelle place pourriez-vous faire aux nations autochtones dans la lutte au changement climatique du Québec? Les énergies qu'on va avoir besoin, par exemple, pour l'électrification des transports, il y a des bonnes chances qu'ils soient reliés d'une manière ou d'une autre au territoire où est-ce qu'il y a beaucoup de nations en ce moment. Donc, ça va être fondamental de le faire en amont. Que les discussions aient lieu en amont et non attendre après des annonces pour que ça ait lieu. Le développement éolien se fait naturellement beaucoup dans le nord québécois s'il y a du développement éolien à faire. Bon, les barrages, on est moins... c'est pas notre projet initial, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas exister, mais nécessairement, il faut en parler avant. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucune possibilité de le faire sans les nations autochtones. On a des exemples partout au Québec où il y a des projets qui étaient faits en collaboration. Alors, c'est sûr, il faut s'assurer qu'il y a l'argent qui est disponible, qu'une communauté, s'il veut investir dans les technologies, dans les projets renouvelables, qu'on peut aider eux autres pour chercher ces argents-là puis développer ça en collaboration. Mais c'est sûr que les impacts, les changements climatiques vont avoir un gros impact sur les peuples autochtones, particulièrement dans le Nord. Alors, il faut prendre action tous ensemble. Si on veut parler d'économie verte, si on veut parler de réduire les gaz à effet de serre, c'est clair, si on parle de l'énergie renouvelable, on a déjà de beaux projets, je l'ai dit tantôt, avec Apuiat. On a un beau partenariat avec les Mohawks de Kahnawake. Et il y a plusieurs centrales au fil de l'eau qui ont été offertes par des communautés qui sont ici dans la salle. Je pense à Kidiganzibi, Kibawek, qui voulaient faire des mini-centrales au fil de l'eau. Il y a de l'éolienne, il y a au fil de l'eau. On a vu une centrale aussi au fil de l'eau au Nunavik. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr qu'on ne peut pas le développer tout seul, il faut le faire ensemble, parce qu'au final, si on veut baisser nos gaz à effet de serre, il faut vraiment changer notre façon de faire. Québec solidaire a déposé un plan qu'on appelle Vision 2030, qui est clairement notre engagement face à la question des changements climatiques et tout l'engagement financier, mais aussi d'action, dans lequel dès le début, on positionne le rôle d'égal à égal, de main dans la main, qu'on veut avoir avec les gens des Premières Nations pour enligner le travail, pour faire le développement que la planète a besoin. Quelles sont les actions concrètes que votre parti s'engage à poser pour soutenir et promouvoir la compétence en langue autochtone au Québec? Oui, c'est important d'en faire la protection. On a investi aussi dans les médias autochtones, entre autres les radios communautaires. On sait à quel point c'est vital dans une communauté. On l'a bien vu pendant la pandémie, c'était la meilleure façon de communiquer, de connecter avec les gens des communautés.
Alors, c'est ce qu'on fait présentement, mais définitivement, langue, culture autochtone, c'est une priorité pour nous. C'est pas pour rien qu'on l'a mis comme une priorité dans notre plan d'action sociale, mais on veut le faire avec vous, puis on ne veut pas l'imposer, on va trouver la bonne façon ensemble. Il n'y a rien comme un francophone en Amérique du Nord pour savoir comment protéger ses langues, c'est important. Et encore plus quand tu es une Première Nation qu'on a forcé à oublier sa langue. Alors moi, je pense qu'il y a des gestes à faire, il y a de l'argent à investir. J'ai bien compris, vous avez cette responsabilité-là, mais moi, comme État québécois un moment donné, j'ai la responsabilité de vous accompagner là-dedans. Comme francophone en Amérique, entre autres, la lutte pour la protection, par exemple, le rayonnement de la langue française, c'est d'abord et avant tout la lutte pour la diversité linguistique. Et j'ajouterais la diversité culturelle, parce que, bien sûr, la langue, c'est le fondement de la culture, c'est le fondement de l'identité, mais c'est le fondement même de l'existence même comme nation, quand on a des langues minoritaires comme les nôtres. Donc, il faut vous accompagner. C'est important, effectivement, qu'on n'aille pas, que ce ne soit pas le gouvernement québécois qui mette ses deux pieds dans les plats en vous disant quoi faire. Donc, il faut qu'on y aille de concert, il faut qu'on vous soutienne. Je pense que M. Lafrenière a mentionné qu'il y a un programme qui est en place, qui a été mis en place par un gouvernement libéral pour investir dans les langues et les cultures autochtones. Et je pense que ça, c'est important pour s'assurer qu'il y a des personnes, si c'est un projet de dictionnaire, si c'est un projet d'investir dans des gens qui peuvent enseigner dans les écoles, trouver ces moyens pour s'assurer la vitalité des langues autochtones partout sur le territoire du Québec. Sur le côté culturel, je pense qu'il y a plusieurs exemples des musées autochtones qu'on peut continuer d'investir